Donc, avant d'aborder la perspective économique et leurs conséquences et les conséquences de la visite du roi de France et de ses colonies africaines, le président de la France en Algérie, donc, nous allons continuer sur euh, des, une mise en perspective de la situation sous forme d'une fiction. Sous forme d'une fiction euh, qui se rapproche de la situation réelle en Algérie. Hein. Nous allons émettre des hypothèses, hein, des hypothèses. Donc, sous forme de fiction, nous allons nous mettre dans un contexte hein, à la Banque centrale d'Algérie d'abord. Nous accorderons toutes les libertés sauf la liberté. D'autorité, nous surévaluerons le dinar algérien qui évoluera dans un régime fixe, un régime de taux de change fixe, rigide. Rigide. C'est l'option défendue dans le cadre de commerce extérieur, hein, pour la stabilisation de la balance des paiements, pas la stabilisation, pour ce que peut devenir une balance des paiements avec la théorie d'Alfred Marshall et Abba Lerner. Abba Lerner. Ça, c'est pour l'aspect commerce international, parce que nous allons l'aborder après avec des chiffres. Les chiffres, quand on parle de commerce international, il faut penser au contrôle douanier, au contrôle des marchandises, au mouvement des capitaux, à la surfacturation dans les prix, à la sous-évaluation des quantités importées ou exportées. Ça, c'est pour côté quantité prix et côté quantité. Et par Robert Mundell et Marcus Fleming. Ceux qui s'intéressent à l'économie savent que le modèle Mundell-Fleming vise le triangle des impossibilités, ou bien dit le triangle des incompatibilités, ou bien dit aussi le trilemme Mundell-Fleming. C'est-à-dire, ça c'est c'est un triangle dans lequel on fixe le régime de change, c'est-à-dire quand le dinar est flottant, dans le cas de la monnaie algérienne, il flotte quand on veut surveiller son flottement, hein, c'est-à-dire son évolution sur les marchés financiers internationaux et sur le marché national. Quand on veut fixer la politique budgétaire et quand on veut toucher à ces histoires d'emploi et d'inflation. Bon, ces décisions n'ont absolument rien à voir, n'ont rien d'économique en intrinsèque. Elles parlent d'économie, mais pas de relation directe avec l'économie. C'est une relation avec le patriotisme. Ça, c'est la première. Il faut être un patriote pour faire ça. Il faut avoir la légitimité constitutionnelle, la légitimité populaire et la légitimité démocratique pour décider pour prendre ce genre de décision. Dans l'ordre, nous mettons la légitimité démocratique. Pourquoi nous mettons la légitimité démocratique? Parce que c'est elle qui exprime le phénomène d'alternance au pouvoir, qui explique le droit à des élections libres et transparentes, et les électeurs à agir en connaissance de cause, c'est-à-dire le principe de l'information et de l'information éclairée et avisée.
Ça, c'est pour la légitimité démocratique. La légitimité constitutionnelle, il faut que la loi sur les élections s'inscrive dans une constitution qui a été approuvée par l'ensemble des électeurs, desquels nous excluons les non-électeurs, mais qui assument, sur la condition que la loi sur la Constitution doit être approuvée par voie référendaire avec obligation de vote. C'est-à-dire l'Algérien doit voter malgré lui. Qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas ce qui se passe dans le pays, ça c'est son affaire personnelle. Mais la Constitution, pour l'approbation de la Constitution ou son rejet, l'Algérien doit être contraint à fournir son avis. C'est-à-dire, tu mets ton bulletin de vote dans l'urne. Voilà. Ça, c'est la légitimité constitutionnelle. La légitimité patriotique. Quand le président de la République a la légitimité démocratique et la légitimité constitutionnelle, il doit avoir la légitimité patriotique pour engager l'avenir de la nation sur ce genre de décision. Nous précisons que pour être élu président de la République, dans notre optique, aucune considération liée à la religion, au sexe, à un niveau d'instruction quelconque. L'âge, nous fermons les yeux en disant qu'il doit avoir probablement un peu plus de 30 ans. Un peu plus de 30 ans. Mais tout âge supérieur à 40 ans pour être candidat à la présidence de la République est un viol, est une insulte. À preuve, vous n'avez qu'à voir certains pays d'Europe qui ont des présidents élus à moins de 40 ans. Exemple, celui qui vient de violer l'Algérie avec l'assentiment de ceux qui prétendent la diriger. Okay. Bon, ces chocs-là, hein, la surévaluation du dinar, un régime de taux de change fixe, auront sur le très court terme des chocs extrêmement violents sur la nation en général, mais pas sur les riches. Les riches, au contraire, les nababs, avec l'assentiment, entre guillemets, assentiment de toutes les organisations internationales qui agissent pour l'ultralibéralisme, accepteront l'assassinat d'un président ou bien d'un dirigeant de banque centrale qui optera pour ces options. Il doit être liquidé celui-là. Bon. Donc, les percnoptères locaux, là. Les percnoptères, c'est un mot que nous avons découvert dans l'une de nos lectures, hein, tout en précisant que personne n'a le monopole des mots. Ce mot, nous l'aimons beaucoup. Hein. Les percnoptères, les libertariens, les capitalistes, les mafias algériennes, etc., ben, abattront la personne qui ira sur ce terrain. Sur l'aspect monétaire, c'est un sujet très sensible, extrêmement sensible. Nous avons travaillé sur la conception d'une monnaie ancrée sur l'air et la terre. Non ancrée sur le pétrole ou l'or ou quoi que ce soit. Là, hein. Ça, nous vous renvoyons à 2014 et nous vous renvoyons aussi au livre de la Jarre pour la patrie dans lequel nous avons abordé cet aspect. En optant pour un ancrage, on appelle ça un ancrage sur l'air et la terre, la monnaie deviendra une ressource. La monnaie deviendra une valeur commune. Ça, c'est la première. Un bien public universel en Algérie.
monde utilise la monnaie, l'air et la terre. Ceux qui respirent utilisent l'air. Ceux qui marchent en Algérie utilisent la terre d'Algérie pour marcher dessus. Voilà la première. Donc, ça c'est pour inclure, donc amener toute la nation algérienne sur le terrain du patriotisme avec un symbole régalien. La monnaie est un symbole régalien. Donc, les Algériens, dans ce cas, seront responsables de l'amélioration ou de la dégradation de la nature. Dégradation soit par sécheresse, soit par incendie, soit par surexploitation des ressources naturelles, nous allons l'aborder après. Pourquoi aussi, actuellement, l'humanité est sur un processus universel, c'est-à-dire mondial, de protection de la nature et de l'environnement. Donc, en rendant les Algériens responsables de leur consommation de l'air et de la terre, ils participeront à cet effort universel à travers quoi? Certains mécanismes internationaux, parmi lesquels nous citons le moins connu, c'est le protocole de Kimberley. L'autre accord, ce sont les accords sur la terre, qu'il s'agisse de Johannesburg ou de Rio de Janeiro au Brésil. Ou bien aussi, le plus important pour nous, c'est le protocole de Kyoto à travers les mécanismes dits de développement propre, de mise en œuvre conjointe pour la vente du carbone, les actions carbone. C'est un peu sophistiqué. Actuellement, il n'y a que les deux marchés les plus célèbres sont obviously, évidemment, le marché de Chicago et de Montréal, etc. Donc, nous, si nous voulons, en agissant pour la protection de la nature, nous allons vendre, bien sûr, ce qui est appelé notre empreinte écologique ou bien notre empreinte carbone. Nous allons les vendre, c'est-à-dire nous allons gagner un peu d'argent avec. Sur la surévaluation du dinar, c'est en 2015, donc vous connaissez notre position. C'est en 2015 que nous avions dit notre opposition radicale à la dévaluation du dinar. Maintenant, nous avons fourni des arguments économiques, maintenant des arguments moraux. Nous avons les nôtres en Algérie, hein, notre mère, frères et sœurs, les voisins, les cousins, les amis, etc. en Algérie, qui souffrent dans l'utilisation, qui utilisent la monnaie. Peut-être qu'elles vont se dire que c'est un peu sévère ce qu'ils proposent, là c'est dur la surévaluation du dinar, parce que le choc sera extrêmement violent là. Mais nous pensons aussi aux autres Algériens qui sont à l'intérieur du pays, qui souffrent là, hein? Des Algériens qui meurent de faim, nous le savons, et qui sont opprimés, interdits de dire leur douleur, leur faim. Peut-être sans cynisme, ni cruauté. C'est une nécessité patriotique, c'est comme une guerre de libération pour recouvrer la souveraineté de l'Algérie, rapatrier la décision économique en Algérie d'abord, la rapatrier. La décision économique ne doit pas se prendre à Washington, à Genève, à Lausanne, ou à Paris, ou à Londres, ou à Davos, en Suisse. Ça doit se prendre en Algérie. Hein? Donc, ce sera extrêmement violent. Nous le concevons. Maintenant, pour l'aspect moral, même Hussein Ahmed, s'il se réveillait, échouera dans sa tentative de nous faire changer d'avis. Non seulement il échouera dans sa tentative de nous faire changer d'avis, il échouera aussi dans le caractère progressif de la mise en œuvre d'une telle décision. Il y a Chérif, non, nous devons opter pour un caractère progressiste, pardon, pas progressiste, progressif de la dévaluation du dinar. Nous allons rompre avec lui,
Oui, d'accord. Hussein, tu as cette option. Nous, nous avons cette option. Cette option. Donc, pour le moment, nous allons rompre. Nous allons supposer que nous sommes très, très proches. Nous allons rompre. Nous allons assumer notre décision. Toi, tu assumes ta décision, tes options. Ensuite, nous allons nous rencontrer une autre fois dans un cadre de convergence sur d'autres projets. C'est-à-dire, la séparation ne signifie pas la rupture. OK? C'est comme pour le déclenchement de la guerre de libération nationale, certains étaient convaincus de sa nécessité, d'autres l'étaient un peu moins. Voilà. Donc, c'est une question d'éthique, de conviction et de responsabilité. Voilà. Ensuite, le deuxième argument, c'est-à-dire même si la femme que nous aimons le plus maintenant sur cette planète-là, tente le coup, là, elle pourra réussir après 2 années. D'accord. Dans une année, nous changerons d'avis si ce qu'elle nous a demandé est vérifié sur le terrain. Voilà. Donc, maintenant, après avoir donné ces indications, il est clair que nous nous situons plutôt dans l'économie du bien-être, que nous soutenons l'État-providence, que nous sommes pour un État-providence, oui, que nous sommes prêts par plutôt une gestion de l'offre, pas de la demande, gestion de l'offre, pour voir où doivent être mis les incitatifs économiques, les stimulants économiques, ça c'est l'offre. Côté offre, où est-ce que seront accordés certains bénéfices, ou est-ce qu'ils seront supprimés, certains bénéfices. Donc nous visons le bien-être social collectif, l'avenir de la patrie bien sûr. À ces indications, nous devons ajouter, et c'est plus que cardinal pour nous, hein, c'est plus que essentiel, c'est fondamental, hein, c'est the core, c'est le joyau. La santé, l'éducation et la monnaie seront constitutionnalisées et ne seront amendables, bien sûr, mais ne seront amendées que par voie référendaire avec obligation de vote. Aucun technocrate, aucun chef d'État, aucun général, pire encore les généraux là, n'ordonnera quoi que ce soit sur la gratuité de la santé, l'éducation et la monnaie sans référendum populaire avec vote obligatoire de tous les Algériens. À cela, il y a quelque chose qui se trame en Algérie, dont nous avons parlé avant, là. Nous n'allons pas refaire le cycle des interventions. Les fréquences hertziennes, c'est une ressource stratégique qui doit être gérée avec les plus grands soins, avec la plus grande rigueur pour la défense nationale, quand bien même il est très difficile, parce que c'est une ressource naturelle diffuse qui va, les fréquences hertziennes de l'Algérie appartiennent au Maroc, appartiennent à la Tunisie, appartiennent à la France, à l'Italie, à l'Espagne, au Portugal, à tous ces pays que vous voulez, là, au Mali, au Niger, hein, parce que ça circule. Vous pouvez pas, il est impossible de capter les fréquences hertziennes et les mettre dans un coffre. Voilà. Pour l'économie pratico-pratique, hein, réelle sur le terrain, même s'il a subi un cuisant échec, l'ancien ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, est un modèle de combat et de lutte contre l'Union européenne et sa troïka pour ses compatriotes grecs. En termes de combat sur le terrain, là. Yanis Varoufakis est un exemple de premier choix. L'autre exemple de premier choix, le ministre allemand des Finances,
celui qui a affronté Yanis Varoufakis. Lui, c'était la bête noire de Yanis Varoufakis. Combien même, en privé, ils se respectaient beaucoup. Ils s'aimaient beaucoup. Ils s'aimaient beaucoup. Le ministre allemand aimait beaucoup Yanis Varoufakis. Elle dit, bon, si j'étais grec, j'aurais fait exactement comme tu le fais. Mais étant donné que je suis allemand, donc je fais ce qui est bon pour les Allemands. Voilà, hein, d'une manière très simplifiée. Il y a un cas peut-être peu débattu, peu discuté en Algérie. Non, pas du tout discuté en Algérie. La réunification des deux Allemagnes, l'ancienne RFA et l'ancienne RDA, qui ont produit la même Allemagne maintenant, une Allemagne unifiée, réunifiée. Maintenant, on ne parle plus de l'Allemagne réunifiée, on parle de l'Allemagne tout simple, tout court. Cela a été possible parce qu'il y a d'abord le sentiment patriotique des Allemands. On était réunifiés. Ça, c'est le sentiment patriotique. Mais d'un point de vue économique, bon, l'autre sentiment patriotique, c'est que maintenant, l'Allemagne, avec une population un peu plus importante, elle peut prétendre, population plus importante, elle a une meilleure économie, de meilleures écoles, de meilleures universités, meilleur système de santé, un bon système de santé, etc., etc. Mais elle peut prétendre aussi à recouvrer, à avoir une place au Conseil de sécurité de l'ONU, comme membre permanent, pour éventuellement chasser la France. Donc, la réunification des deux Allemagnes est un merveilleux cas théorique. Donc, durant les négociations et les discussions sur la réunification des deux Allemagnes, les économistes omnibus, c'est-à-dire ceux des plateaux de télévision, etc., même des universités, ont pensé ou ont suggéré à ce que l'Allemagne abaisse les taux d'intérêt bancaire, le taux directeur de la Banque centrale, de la Bundesbank, pour favoriser l'investissement, c'est-à-dire la création de l'emploi, tant pis pour l'inflation, etc., parce qu'il y a les Allemands de l'Est qui sont quasiment sous-développés. Habitués pas à la rente, habitués à la fainéantise, comme en Algérie. Hein. C'est-à-dire l'ouvrier, le salarié est-allemand à l'époque était peu productif. Donc, les économistes ont pensé que l'Allemagne de l'Ouest à l'époque allait faire ce qui est appelé une politique monétaire laxiste, c'est-à-dire abaisser les taux d'intérêt et tant pis pour l'inflation, c'est-à-dire tant pis si l'inflation explose. Non, l'Allemagne a fait le contraire. Elle a augmenté le taux d'intérêt pour serrer sur le marché de l'emploi. Elle l'a serré, mais éviter l'inflation. Donc l'Allemagne a évité pour l'option lutter contre l'inflation, et tant pis pour le chômage s'il augmente. Mais en parallèle, bien sûr, elle a offert toute la gratuité de ce que nous venons de dire, c'est-à-dire les Allemands de l'Est bénéficient du système de santé, du système éducatif allemand, etc. Ouest allemand, bien sûr. Ouest allemand, et progressivement, bien sûr, la modernisation, l'investissement dans les anciennes usines de l'Allemagne de l'Est ont apporté la prospérité et la croissance que nous connaissons à l'Allemagne actuellement. Alors maintenant que nous avons mis le cadre théorique, maintenant nous venons à la visite du roi de France et de ses colonies africaines, l'actuel président de la France, en Algérie dans son aspect économique. Vous avez remarqué que l'information dans les journaux, télévision, sur cet aspect-là est quasiment absent. C'est-à-dire le détail, les chiffres, etc. Sont loin d'être connus. Donc nous allons faire un peu de divination, ou bien un peu de déduction, un raisonnement déductif.
Ah, c'est comme ça, à travers certains signaux, des signaux de rien du tout. Première remarque, les deux personnes qui ont signé certains documents à la présidence de la République de l'Algérie, conciergerie du roi de France et de ses colonies africaines, l'actuel président de la France, c'est une conciergerie. Hein. Ils ont signé des accords de coopération. D'accord. À un niveau plus bas. Ils ont signé des contrats. La différence entre un accord et un contrat, l'accord n'est pas coercitif, c'est-à-dire il n'y a pas d'obligation de respect. Le contrat est coercitif, c'est-à-dire il y a ce qui est appelé third party, une troisième partie, une tierce partie. Ça rentre dans une théorie, ce qui est appelé la sélection adverse et l'aléa moral. En d'autres termes, c'est si tu triches, si tu dévies, if you are cheating, you will pay, tu vas payer. Ou devant les tribunaux. Comment pourra se faire le paiement devant les tribunaux? Par exemple, la saisie d'un avion, d'un ou plusieurs avions, cela s'est produit en Argentine, au Chili, la saisie des bateaux, le blocage des actifs ou des avoirs financiers de l'Algérie à l'étranger, plus les amendes, etc., plus la perte de crédibilité de l'Algérie, etc., etc. Donc ça, dans le cadre d'un contrat. Mais dans un accord, libre-service. Exemple, la partie de l'accord qui a été signé et qui est complètement, c'est du pipou, qui contient un double zéro pointé, la commission sur l'histoire. Alors qu'avant, le lèche-botte du roi de France et ses colonies africaines, l'historien qui lèche les bottes du roi de France, etc., s'était allé dans les médias français, en Algérie, complètement absent. Il était transparent, même carrément mort. Que dire d'une commission? Ça, c'est du pipeau. Comme nous l'avions dit, il y a l'aspect économique de l'identité française en Algérie. D'accord? L'aspect économique de l'identité. Sur l'enseignement du français, etc. Bon, nous avons anticipé. Donc ça, c'est l'élément, la différence très d'un niveau supérieur entre un accord et un contrat. Un contrat. Maintenant, l'Algérie va signer des contrats avec la France à travers des entreprises, le NGIE, la France, nous allons revenir sur les chiffres de l'énergie, Sonatrach, etc. Ce qui est absent, les chiffres, les prix, etc. Mais plus important que ça, le roi de France et ses colonies africaines, l'actuel président de la France, est venu en Algérie avec des contrats et des accords préécrits. C'est-à-dire, à Alger, ils n'ont fait que signer en s'étalant sans aucune honte devant la télévision. Langue de bois. Langue de bois. Nous vous demandons d'éviter cette expression. Au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, nous vous renvoyons à notre présentation, ce n'était pas une conférence, présentation en 2013 à l'Université de Montréal, à Montréal, pour la communauté algérienne de Montréal. Dans les contrats de l'OMC, dans la jurisprudence du droit international des affaires, il y a ce qui est appelé un contrat odieux. C'est-à-dire, si les contrats sur l'énergie
et l'économie en général, l'économie ont été signés par les deux chefs de l'État, ont été signés par les deux chefs de l'État, la nation algérienne pourra soulever le caractère odieux de ces contrats. C'est-à-dire faire ce qu'on appelle la résolution de contrat. C'est-à-dire la résolution de contrat, c'est l'annulation pure et simple des contrats parce qu'il est odieux. Le caractère odieux est une jurisprudence de l'OMC. Donc voilà pour le truc. Nous, côté droits de l'homme, nous serons intraitables sur ça. Hein. Intraitables. Comme nous l'avions dit auparavant, nous cessons de revendiquer, dans la précédente intervention, nous cessons de revendiquer la libération des otages algériens parce que des otages, les détenus politiques, ils sont des otages. À un régime dictatorial, à un fascisme, nous leur demandons de mener passion, même si la passion est difficile. Maintenant, nous sommes obligés de revenir sur ce que nous avions dit dans la précédente intervention, l'aspect politique. Nous répétons que l'état-major de l'armée algérienne doit être renouvelé par les officiers à l'intérieur même de l'armée en évitant tout ce qui est, en évitant d'abattre les soldats, d'abattre moralement les soldats, hein. Ça c'est la première, en évitant tout esprit de mutinerie, et en chassant de leur esprit cette histoire de coup d'État là. Vous avez les militaires algériens ont fait suffisamment de coups d'État qui ont poussé l'Algérie vers le fond de l'enfer. L'Algérie ne tient que grâce à la résistance de ses patriotes. Nous revenons sur l'indispensable hymne national bilingue maintenant. En 2014, ça fait 8 ans maintenant. Les Algériens doivent avoir, pas doivent, nous excusons pour le mot doivent, avoir, doivent, non, ça fait autorité. Les Algériens doivent seraient avisés de réfléchir aux avantages et inconvénients de doter l'Algérie d'un hymne national bilingue et de s'inspirer de la décision de Abban Ramdan de confier à Moufti Zakaria la confection d'un hymne national bilingue, Kassamen. S'inspirer de cette décision d'une lucidité hors norme et de l'avis de Hussein Aït Ahmed qui avait suggéré en 1964 de le revoir. Et nous profitons de l'occasion pour penser à Dihya Louise. Que la vie, que sa vie, que nous espérons au paradis, a empêché de concevoir, de créer un poème, un nouvel hymne national bilingue. C'est ce que nous avait dit. Un élément que nous avons oublié dans notre précédente intervention, nous avons saisi des chefs d'État africains, nous avons saisi l'Union africaine, la Commission de l'Union africaine, nous avons évité de nous adresser à la Ligue arabe, même si nous l'avions fait auparavant à travers d'autres canaux. Nous l'avons fait, hein, c'est-à-dire nous avons saisi le secrétaire général de la Ligue arabe. C'est ça là, hein. Nous pensons maintenant actuellement au bien-être des populations, des Algériens et des Africains. Il y a le complexe de la non-propriété. Complexe de non-propriété, c'est quand vous ne possédez pas un bien, quand ce n'est pas votre propriété privée, et qu'une personne le met à votre disposition, vous pouvez fermer les yeux sur sa qualité, sur sa bonne utilisation, sur le bon usage que vous allez en faire. Nous avons saisi l'OTAN, le président des États-Unis d'Amérique et le secrétaire général de l'ONU pour abroger l'article 6
du traité de l'OTAN qui maintient l'Algérie sous tutelle de la France. L'État algérien, les généraux algériens, la diplomatie algérienne sont tellement faibles, tellement susceptibles, plus susceptibles que les souris sans queue, plus complexés, qu'ils n'ont jamais osé l'aborder, au moins ne serait-ce que d'une manière feutrée, là, publiquement. Pourquoi? Parce que le roi de France va leur taper sur les doigts. Et il va les soumettre à un chantage infernal. Voilà. Le chantage infernal du roi de France et ses colonies africaines, c'est à travers l'organisation qui a disparu complètement des médias, l'organisation française qui s'appelle Sherpa, qui suit, qui piste les fortunes, les détournements d'argent des Africains en France. C'est une association d'avocats. C'est à ce niveau-là, association d'avocats Sherpa, donc elle traque les fortunes mal acquises. Là, vous remarquez que la Tunisie, l'Algérie et le Maroc n'ont jamais été touchés. Pour la Libye, ils ont commencé, mais ils se sont arrêtés rapidement. L'Algérie n'ont jamais poussé. Pourtant, des fortunes algériennes sont en France. Des fortunes issues de détournement et de vol. Hein. Quand nous parlons de fortunes acquises dans le cadre d'un business, si tant un business honnête existe, non, c'est qu'un arbi. Voilà. Donc, ils sont tellement susceptibles qu'ils n'ont pas ce courage d'assumer. Côté économique, nous pensons que notre présentation que nous avons faite à Akbou, que nous avions faite à Akbou en 2013, sur l'approche des droits humains par l'inflation. Comment on mesure les droits humains par l'inflation? L'inflation, c'est un sujet là, hein, très brûlant. Fait partie de ces petites tâches que nous serons heureux de refaire, mais dans le sud de l'Algérie. Pas dans le nord, là. Le nord, là. Maintenant, ce jour, nous ajoutons que la suppression des marchés parallèles de la devise internationale, des monnaies internationales, l'euro, le dollar en Algérie, doit être supprimée immédiatement. Immédiatement. Pas la semaine prochaine, pas dans un mois, immédiatement. Mais, allez, à tous ces vendeurs de monnaie étrangère en Algérie, rentrez chez vous. Rentrez chez vous. Faites du business à partir de vos maisons, dans un cadre privé. En attendant dans les actions, la norme juridique, l'application et les mécanismes judiciaires de mettre en œuvre cette interdiction de vente. Elle doit être supprimée. La démonétisation, en 2015, nous l'avions abordée, mais nous l'avons vite évacuée. La démonétisation actuellement, d'un point de vue économique, patriotique, elle s'impose. Mais d'un point de vue politique, elle est très risquée. Elle demeure risquée. D'un point de vue patriotique, elle s'impose. Et cette démonétisation, nous la suggérons aux pays de la zone CFA. La démonétisation en Algérie pourrait se faire progressivement. Prendre les billets de 2000 dinars et prendre les pièces métalliques. Les pièces métalliques, c'est une catastrophe. C'est un désastre, c'est un cataclysme en Algérie. Des pièces métalliques de 200 dinars, de 500 dinars. Nous pensons 500 dinars, nous ne sommes pas sûrs si elles existent ou pas, mais nous pensons qu'elles existent. 500 dinars. Catastrophe, yo. Un Algérien qui peut avoir, il suffit combien là? Il suffit qu'il ait 20 pièces de 500 dinars dans sa poche, qui vont lui trouver sa poche qu'il va perdre pour avoir 10 000 dinars dans sa poche. Démonétiser
Il est temps. Il faut commencer par 2000 dinars. Les billets de 2000 dinars. C'est une opération extrêmement risquée, mais indispensable. Pourquoi elle est risquée? Nous revenons à la légitimité populaire, démocratique, constitutionnelle de ceux qui doivent ordonner ça. Ça demande la fermeture des frontières de l'Algérie pour un laps de temps, 48 heures, 72 heures. Tu fermes tout. Mais ça demande des services de sécurité, tant civils et militaires, des plus intègres, des plus patriotes, des plus incorruptibles. Et autant pour les magistrats, autant intègres, patriotes et incorruptibles. Parce que l'origine des capitaux doit être demandée. L'origine des capitaux. Avouez qu'un individu qui va se présenter avec 3 milliards de dinars en coupure de 2000 dinars, qu'il a fait du trafic de drogue ou d'alcool, qu'il avoue, tant mieux. Avoue, probablement que le tarif sera réduit pour la sanction. Mais actuellement, un état-major est complètement déglingué. Déglingué, nous évitons les mots méchants. Hein. Il est déglingué, complètement déglingué. Mais ça, le drame, c'est qu'il fait la joie des Français et des Occidentaux. Dans l'ère du temps, il y a des augmentations de salaires et pensions de retraite. Pour nous, nous disons augmentation de revenus, c'est plus simple. Si pour les précédentes, nous avions dit notre opposition, que dire de celle-là? Nous disons qu'aux Algériens, les Algériens qui accepteront, ceux qui ont pris cette décision sont des antipatriotiques, sans plus. Jamais nous dirons qu'ils sont des traîtres. C'est le summum de l'abjection, du déshonneur. Non, nous ne dirons jamais que ce sont des traîtres. Mais c'était une décision antipatriotique. Même si nous avions dit que nous sommes un antirationaliste, c'est une décision économique, à rationalité économique complètement douteuse. Parce qu'en augmentant la masse monétaire, en augmentant les salaires et les pensions de retraite d'un point de vue nominal, d'un point de vue réel, ils vont baisser. Ils vont baisser, comme ça. Parce que c'est l'inflation. En parlant maintenant de l'inflation. L'information dit qu'il y a cette augmentation des salaires pour lutter contre l'inflation. C'est d'un imbécilisme, d'un infantilisme complètement vil. En augmentant les salaires, on augmente l'inflation. Parce qu'il n'y a pas de production. Maintenant, ce sont les Algériens qui doivent refuser cette augmentation. Non. Ce sont les Algériens qui doivent demander la baisse des salaires de leurs revenus. Ils se sentiront mieux. C'est difficile à imaginer, bien sûr. Même vous sortez dans la rue, vous dites, oui, nous avons demandé à ce que nos salaires soient baissés, et ils ont été baissés. Bon, Dieu merci, nous avons participé à l'effort patriotique. Ça, c'est d'un point de vue moral, spirituel. Mais d'un point de vue économique, vous allez voir, sur le terrain, la baisse des prix, avec la démonétisation, bien sûr. Et la suppression des marchés, des monnaies internationales en Algérie. Les monnaies internationales en Algérie maintenant. En parlant de monnaie internationale et d'inflation. Qui crée l'inflation en Algérie? Est-ce les pauvres ou les riches? Il faut répondre à cette question. Qui crée l'inflation en Algérie? Est-ce les pauvres ou les riches? Si on voit
D'un côté quantitatif, le nombre. Ce sont les pauvres qui sont plus nombreux que les riches en Algérie. Donc, ce sont eux qui sont source de l'inflation, cause de l'inflation. Si on voit du côté puissance monétaire, puissance financière, ce sont les riches, s'en foutent royalement. Même s'il dit que le kilo de pommes de terre ou de tomates est très cher, il s'en fout. Il peut l'acheter. Qui fait l'inflation? Les riches ou les pauvres? Maintenant, l'autre question. Est-ce que ce sont les importateurs Trabendo aux frontières qui augmentent l'inflation en Algérie? Oui, l'inflation importée. Ça, c'est banal. Est-ce l'absence d'incitatifs économiques, d'incitatifs, des encouragements économiques? Exemple d'encouragement économique, un incitatif qui vaut 0 dinar, qui coûtera 0 dinar à l'Algérie, l'Algérien. La liberté totale dans le commerce, par exemple, des fruits et légumes. Totale liberté. Oui, nous allons repartir vers la production. Les Algériens repartiront vers la production dans la mesure où ils savent que le gendarme ou le petit policier du coin là, qui fait sa loi, qui fait le shérif à Ouagnouna, à Boujlil ou à Maatkas ou à Sidi Aïch, ou dans les petits villages là de la steppe de Djelfa, Boussaada et de Tamanrasset, ils vont lui dire, monsieur, là, allez, fichez-nous la paix, nous sommes autorisés à vendre sans facture, sans bon, sans quoi que ce soit. Oui, c'est de l'économie informelle. Elle est informelle, il n'y a pas de facture, etc. Mais c'est de l'économie réelle qui va aider l'emploi. C'est un exemple. Après, de la régulation viendra. Maintenant, l'essentiel, c'est de nourrir les Algériens. L'essentiel, c'est de laisser les Algériens travailler, honnêtement, bien sûr, patriotiquement. Alors maintenant, nous allons revenir nous allons passer à la dernière partie. Le roi de France. En 1847, le blé, les Turcs, l'Algérie et la France. Pardon. En 1827. Pas en 1847. En 1827, 3 années après, avant 1830. Nous allons l'aborder excusez-nous, dans 2 petites minutes.